Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, nous allons découvrir derrière les annonces en fanfare de levée de fonds, quel est l'état de santé des startups du numérique en France. Ce sera l'interview avec Franck Sebag d'EY dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je vous propose de découvrir le futur système d'alerte aux populations en cas de catastrophe. L'Europe impose qu'un tel système repose désormais sur le mobile et soit mis en place d'ici le mois de juin prochain. J'aurai deux protagonistes en plateau avec le ministère de l'Intérieur qui est en charge de ce futur système et également le prestataire technologique qui a été choisi pour la France. Nous verrons donc quel est ce choix. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme ou comment la nature inspire de nouvelles technologies. Et on conclura par notre séquence Ils font demain pour s'intéresser à la magie des microbiotes qui sont peut-être le futur de la médecine. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. Quelle est la santé de notre écosystème de start-up de la tech? On en parle avec Franck Sebag. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes associé chez EY, qui est la société d'audit et de conseil très réputée, et avec France Digital, qui est la grande association de start-up en Europe. Vous publiez les résultats d'un baromètre, c'est la 10e édition, un baromètre annuel de la performance économique et sociale des start-up du numérique en France. Alors pour cela, vous avez interrogé à peu près 800 startups. Quel est l'état des lieux déjà de notre écosystème post-crise Covid? Oui, alors le premier élément, c'est que cet écosystème est assez résilient en fait par rapport à cette crise, puisqu'on a vu en fait que leur chiffre d'affaires, malgré cette crise qui était importante, continue de progresser d'à peu près 15%. C'est intéressant de voir que ces 780 startups représentent un peu moins de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Oui. Donc ça commence à peser. C'est le premier élément. Le deuxième enseignement qui est intéressant, c'est de regarder que ces startups sont nativement internationales. Donc ça aussi, c'est une preuve d'accélération. C'est-à-dire qu'elles accèdent tout de suite au marché étranger? Voilà, nous, on a une appellation qui est Born Global, ouais. Dès le départ international. Et là, on voit que le chiffre d'affaires est réalisé à plus de 36% à l'international, ce qui est pour des entreprises relativement jeunes une performance incroyable, puisque l'on sait que pour grandir, il faut très vite être à l'international. Et ça, cette part de revenus générés à l'extérieur des frontières françaises, c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que ça dépasse aussi les frontières européennes? Alors, c'est quelque chose qui est permanent en fait dans l'étude, qui s'accélère. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la double condition d'export, c'est en dehors de la France, donc en Europe, mais aussi en dehors d'Europe, puisque la compétition est mondiale. Et lorsqu'on parle de sociétés de ce secteur, il faut assez rapidement être un leader mondial et non pas un leader de sa région ou de sa ville, puisque ce sont des entreprises qui vont très vite et qui ont pour vocation de devenir des leaders mondiaux. On va parler des modes de financement aussi. Est-ce que ces startups sont sous perfusion de l'État français? Quels sont leurs modes de financement privilégiés aujourd'hui? Alors, le mode de financement privilégié de ces startups vient de l'écosystème des business angels et des capital risqueurs. Parce qu'on retrouve souvent en BPI France quand même. Alors, on retrouve indirectement BPI France, mais peut-être que l'élément important à avoir en tête, c'est que cet écosystème grandit. Pour vous donner un ordre d'idée, en 6 mois en 2021, on a eu un peu plus de 5 milliards investis dans cet écosystème, alors qu'en 2020, pour 12 mois, on avait 5 milliards. Donc en fait, on est en train de dire que ça s'hyper accélère. Et dans la tendance, on a aussi l'accélération de la présence de fonds étrangers. Donc lorsque l'on dit que ces startups sont sous perfusion du gouvernement, bon, je pense que c'est un raccourci. BPI est présent et a été vraiment structurant dans cette capacité de cet écosystème depuis 5 ans. C'est une aide adaptée aujourd'hui? Alors moi, je pense que c'était un catalyseur. Ouais. Il était nécessaire en fait au départ de donner de la confiance. Aujourd'hui, en fait, on est dans une hyper accélération. Donc, on peut dire que le pilier de la French Tech marche en fait sur un écosystème avec du public, du privé français, du privé international. Donc plutôt équilibré, si je
Moi, je trouve qu'on va dans le bon sens. Ok. L'utilisation de ces fonds qui sont levés, je disais, en annonce, en fanfare des levées de fonds, quelle est l'utilisation qui en est faite? Avant tout, en fait, on est dans une guerre de talents. Si on devait avoir un seul frein à la croissance, ce serait la capacité de ces sociétés à trouver les bons talents. Donc, on voit que d'année en année, ces startups continuent en fait à recruter de manière assez massive. On voit à peu près 5000 employés cette année de plus dans cet écosystème. Donc, c'est pas neutre dans un moment où on se pose la question de chômage négatif. On est dans un écosystème qui est en hyper demande. Donc la guerre des talents, point 1. Point 2, on a besoin de développer le produit. Donc la guerre des développeurs fait toujours rage. C'est-à-dire que le premier besoin, c'est de trouver des commerciaux, des vendeurs. Mais ce qui est le plus dur à trouver, ce sont des profils en fait, liés en fait, au développement de plateformes. Donc cet argent sert talent, technologie et bien sûr l'expansion internationale. Alors, sur l'accès à la commande publique, parce que souvent, on se félicite justement des aides de l'État, mais on dit que derrière, le problème, c'est que le carnet de commandes n'est pas ouvert. Qu'en est-il? Alors, on a une double problématique. Dans les difficultés de cet écosystème, on a une difficulté, donc on a parlé des talents, mais une difficulté à interagir avec les grands groupes. Et deuxièmement, une difficulté aussi à interagir avec la commande publique, comme vous l'indiquez. Comme vous le savez, aux États-Unis, on a des Small Business Act. C'est-à-dire que notre protectionnisme ne va pas jusqu'au bout de sa logique, finalement. Disons que ça ne peut marcher qu'au niveau européen, puisque finalement, tout mécanisme de favoritisme au niveau national se heurterait en fait à une problématique européenne de dire on ne peut pas favoriser une entreprise française par rapport à une entreprise Europe. Donc il faudrait qu'il soit au niveau un peu plus global et finalement on se rend bien compte que le e-procurement au niveau européen n'est pas encore complètement dans les bons canaux. Donc oui, ce sont des difficultés. Pour autant, ces entreprises, qu'elles soient grands groupes ou secteur public, essayent vraiment d'interagir pour trouver les moyens de la croissance. On va parler aussi de leur dépendance aux GAFAM. Lorsque vous êtes dans le digital, beaucoup de votre interaction passe par des grands acteurs de la publicité, par exemple. Donc, qui dit GAFAM, on a à minima, en fait, pour la publicité, le digital, la promotion du Google, du Apple ou du Facebook. Donc ça, ce sont des entreprises qui captent 80% du secteur publicitaire digital. Donc, difficile de ne pas être dépendant. Ouais. Et deuxième élément, dans les autres GAFAM, on va retrouver aussi des entreprises qui sont très fortes sur le cloud. Et comme vous le savez, que ce soit Amazon avec AWS, Google Cloud, ou on pourrait même penser à Azure de Microsoft, toutes ces entreprises sont très performantes et pertinentes. Troisième pilier... Donc ça veut dire, juste là, je vous fais une petite parenthèse, vous me parlez du cloud, ça veut dire que les startups ont recours au cloud plutôt américain pour héberger les données? Alors, en fait, il faut distinguer le prestataire et l'endroit où sont stockées les données. Dans notre étude, on démontre que 77% des données sont hébergées en Europe. D'accord. Donc, en fait, là aussi, toute la problématique de la régulation au niveau mondial, avec quand même une grande chance en Europe, puisqu'on est en avance sur la réglementation RGPD, Règlement général de protection des données, où on a des garde-fous, et on est même en train de réfléchir, comme vous le savez, à une forme de gouvernance de l'IA future. Donc en Europe, on essaye, avant que les problèmes arrivent, de les gérer. Donc on est en avance par rapport à ça, ce qui nous permet d'avoir une forme de protection. Oui, même si aujourd'hui, on a toujours une interrogation sur l'extraterritorialité des données, puisque le bouclier européen n'est plus opérationnel. On a toujours ce problème-là. Après, c'est un problème qui est mondial, qui n'est pas forcément français. Cependant, nos régulations européennes essayent vraiment de le régler. Autre problématique, qu'en est-il de la prise en compte de la cybersécurité par les startups tech françaises ? Alors, les startups tech françaises, donc chez Y, on a des équipes aussi de cyber. Finalement, on se rend compte que bon nombre de ces entreprises, dès le départ, sont conçues avec des protections qui sont très fortes parce que cette culture de la cyberattaque fait partie prenante en fait de leur réflexion, et c'est plus facile de se protéger lorsqu'on est petit que lorsqu'on est très gros. Ouais. Donc aujourd'hui, dans notre étude, encore une fois, dans cette 10e étude, on voit que c'est aussi une priorité importante de ces startups qui, comme toute entreprise aujourd'hui, est en interaction avec ces cyberattaques. On ne peut pas vivre sans interagir avec ce monde-là. Pour autant, bon nombre sont protégés. Et puis aussi, on a pas mal de startups
de la cybersécurité qui font partie de la French Tech. Donc là aussi, en fait, dans un état en fait, plutôt de cycle vertueux. Donc, d'un seul mot, l'état de santé de ces startups du numérique françaises, c'est plutôt un bon état de santé? C'est résiliente et conquérante. Merci beaucoup, Franck Sebag, associé chez EY, pour donc la révélation des résultats de ce 10e baromètre annuel de la performance économique et sociale des startups du numérique en France. C'est l'heure de notre talk sur le futur système d'alerte aux populations en cas de catastrophe. Cette semaine se tient une conférence à Riga en Lituanie sur les systèmes d'alerte mobile des populations européennes en cas de catastrophe. L'UE a fixé comme échéance juin 2022 pour que chaque pays membre soit équipé d'une solution. Pour en savoir plus sur le choix qu'a fait la France en matière de technologie, j'ai à mes côtés Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Petite parenthèse, j'ai appris que vous aviez lancé une chaîne sur Twitch. Oui, tout à fait. Tous les jeudis à 18h, effectivement, j'ouvre un stream. Les gens peuvent poser des questions, alors sur tout ce qu'ils veulent sur le ministère de l'Intérieur. On discute, on échange, on débat et des fois je thématise s'il y a une demande particulière. Donc effectivement, tous les jeudis à 18h. Ok, super. En attendant, ce sera donc dans Smart Tech qu'on débattra de ces systèmes d'alerte avec également à côté de vous Arnaud Westphal, qui est directeur commercial Europe et Afrique d'Intersec. Et Intersec, c'est le prestataire qui a été choisi par le ministère de l'Intérieur pour mettre en place ce nouveau système d'alerte aux populations. Alors déjà, première question pour vous, Arnaud Westphal, est-ce que ce système, donc, qui doit alerter les citoyens via leur téléphone mobile, requiert une action, requerra une action de la part des citoyens français? Bonjour, non, il n'y a pas besoin d'action pour les citoyens français, c'est justement ce qu'a bien compris la France, à savoir utiliser un système qui ne nécessite rien de la part des usagers de leur téléphone mobile. Pas besoin d'installer une application sur son téléphone mobile. C'est vraiment l'objectif aussi de la Commission européenne, de faire en sorte d'utiliser son mobile comme on a l'habitude de le faire et de recevoir une alerte contextualisée en fonction de sa localisation. D'accord. Quels sont les impératifs, Camille Chaise, en termes de protection des populations? Aujourd'hui, on est post-Covid-19. J'imagine que le contexte, quand même, a beaucoup joué sur les prises de décision. Oui, il y a eu pour nous 2 événements majeurs pour nous faire évoluer. Alors, on évolue tout le temps. On se souvient, au 19e siècle, le tocsin qu'on sonnait au clocher. Maintenant, les systèmes de sirènes. Enfin, voilà, c'est un long cheminement dans nos systèmes de protection des populations. Mais là, il y a eu 2 événements. Il y a eu Lubrizol, l'accident industriel, avec quand même cette fumée noire qui a tellement inquiété pendant tellement de jours la population et pour laquelle on a vu les pouvoirs publics avoir des difficultés à se faire comprendre dans les messages. Et puis effectivement cette crise sanitaire, mais on a aussi plein d'autres événements. Par exemple, on a à Mayotte en 2021 un volcan subaquatique qui a inquiété fortement la population. Donc on voit qu'il faut qu'on adapte nos messages de protection, qu'on utilise aussi les canaux que tout le monde utilise aujourd'hui pour toucher les gens, et le téléphone portable, il n'y a rien de mieux. Et comme vous le disiez, il n'y a rien à installer sur son téléphone, et ça marche aussi avec les très vieux téléphones portables. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un smartphone dernière génération pour que cela fonctionne, et c'est important de toucher tout le monde. Dans l'idée de remplacer la sirène du mercredi, du premier mercredi du mois, parce que finalement on s'aperçoit aussi que ces systèmes étaient très ponctuels, alors que c'est sur le long terme ou le moyen terme au moins qu'on doit gérer une crise aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un système d'alerte et aussi de gestion de crise. Nous on le sait, on fait bien que ce qu'on fait quelque part tous les jours, et le système, il faut qu'il soit déployé suffisamment pour qu'on ait l'habitude de l'utiliser et qu'on ne soit pas étonné et qu'on sache utiliser et avoir le bon comportement. C'est ça qu'on attend des gens, de les informer de la situation pour qu'ils se protègent eux-mêmes, en plus de ce que va faire les pouvoirs publics. Donc oui, pour nous, c'est clairement une combinaison finalement entre l'existant, des nouveaux dispositifs, et on a bien l'intention de l'utiliser à la fois pour tout ce qui est catastrophe naturelle, industrielle, mais aussi par exemple sur des événements d'ordre public majeurs, sur une crise sanitaire, pourquoi pas aussi. Donc on a un nouvel outil à notre disposition grâce à l'aiguillon de l'Union européenne qui nous sommes de se mettre en conformité et d'avancer sur ces sujets. Tout à fait. Alors, comment fonctionne cette technologie? Donc, on a déjà donné un premier indice. Oui. Pas besoin d'installer une application. Donc, comment ça marche? Ça marche en collectant les données de mobilité de par les opérateurs de téléphonie mobile. C'est-à-dire, lorsque vous vous baladez, votre téléphone, pour qu'il marche, va se connecter à des antennes. Donc, on va être capable d'avoir ces données de mobilité, comment les gens se déplacent. Et l'objectif, c'est qu'à partir du moment où on collecte ces données dans nos plateformes Big Data,
on est en mesure de contextualiser un message en fonction de sa localisation. Donc tout simplement, vous gardez comme d'habitude votre téléphone dans la poche et vous serez alerté si jamais vous avez une... Qu'est-ce que vous faites vous avez abordé la question du big data. Qu'est-ce que vous faites de l'ensemble de ces data? Alors l'ensemble de ces data, elles restent chez les opérateurs. C'est la propriété de l'opérateur, ça ne remonte jamais au niveau de l'État, c'est très important, notamment par rapport à votre invité précédent sur le GDPR, etc., où effectivement toutes les données sont à l'opérateur et ça ne remonte pas, donc on garde vraiment l'anonymisation de chaque personne. Et qu'est-ce qu'il en est fait? Donc vous avez comme indicateur donc l'ensemble des téléphones qui sont connectés avec les points de géolocalisation. Exactement. Qu'est-ce que vous en faites? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition des gouvernements une interface web sur laquelle vous allez être capable de dessiner des zones en fonction de là où vous avez une problématique, une crise à gérer. Donc on va à la fois alerter, mais à la fois gérer la crise. Donc là, c'est une illustration. Voilà, tout à fait. Donc là, vous avez une illustration où vous allez dessiner une zone sur la côte. Là, on est dans un cas, alors on n'est pas dans un tsunami parce qu'on n'est pas dans la bonne région, mais en tout cas, c'est l'objectif, où on va alerter toutes les personnes qui sont sur la côte pour communiquer avec eux, en fonction du contexte qui peut être un tsunami, pour aller dans les terres et pour éviter cette problématique. Donc au ministère de l'Intérieur, une fois que vous accédez à cette carte, vous avez cette interface, quels sont vos moyens d'action? Nous, on est surtout dans la rédaction du message à la population. Quels conseils on donne? Nous, on a l'objectif d'informer, leur dire ce qui est et aussi comment se comporter pour ne pas se mettre en danger inutilement. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui, il y a une alerte rouge en Provence-Alpes-Côte d'Azur, inondation et risque de pluie diluvienne. On peut géolocaliser tous les téléphones portables des gens dans cette zone-là et que tout le monde reçoive, qu'ils soient français, étrangers, qu'ils aient un vieux téléphone, un téléphone récent, informer toute cette population présente dans cette zone sans aucune collecte de données, mais en envoyant le bon message. Donc pour nous, c'est très important. Et peut-être juste pour compléter, le message apparaît sur le téléphone des personnes, même si le clavier est verrouillé. Donc c'est aussi une chose à laquelle on a pensé pour vraiment toucher le plus de monde possible, même ceux qui sont, disons, les moins connectés d'entre nous. Alors donc ça passe par quel canal justement? Donc, on n'est pas par du canal SMS? Alors on est sur du canal SMS, il y a une autre technologie un petit peu... Donc c'est du canal SMS, même si je n'ai pas activé mes notifications pour que mes SMS apparaissent sur mon écran d'accueil. Vous avez ça apparaîtra quand même. Oui, vous avez la possibilité, ce qui s'appelle le Cell Broadcast, qui est également une autre norme GSM qui vous permet de faire sonner automatiquement votre téléphone, même si celui-ci n'accepte pas de recevoir des messages. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis demain, vous aurez aussi potentiellement les satellites avec Galileo qui sera la suite de l'évolution des différents canaux de diffusion. Donc c'est vraiment un point important. Votre téléphone, dans tous les cas, grâce au choix de la France aussi, puisqu'ils ont choisi cette approche multicanal, va pouvoir couvrir toute la population. Oui, parce que le SMS, au départ, c'est un canal utilisé par l'opérateur, Tout à fait. Un canal professionnel. Exactement, qui sont là pour faire du business. Là, dont l'usage s'est un peu transformé. Mais donc, il est toujours adapté aujourd'hui à ce système d'alerte. La question, finalement, ça va être la mesure, j'imagine, pour le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que... Quand est-ce qu'il faut décider d'activer ce système d'alerte, ou est-ce qu'on ne risque pas de trop alerter? Si on fait toutes les alertes météo, par exemple, c'est peut-être un petit peu extrême. Alors, on a des niveaux d'alerte. Par exemple, le niveau alerte rouge, c'est la plus importante. Là, probablement, on est en train de finir de processer tout ça, mais probablement, on déclenchera. Pour les alertes orange, par exemple, ce sera pas nécessaire. Il y a aussi tout ce qui est lié au terrorisme, par exemple, ou sur des événements d'ordre public majeurs, où ce sera sans doute nécessaire. Donc, on est en train d'expérimenter et de mettre en place les process effectifs. On sait qu'il ne faut pas que ce soit trop récurrent, sinon il y a le risque de lasser les gens. Donc il faut vraiment le garder pour, comme on dit dans notre jargon, le haut du spectre, donc les situations d'urgence majeure, où on attend aussi un comportement particulier de la population. On le sait, la population peut nous aider dans des crises, peut nous aider en se protégeant. Des messages tout simples aussi, par exemple, beaucoup de personnes, la première réaction lorsqu'il y a une crise, c'est d'aller à l'école chercher les enfants, alors que l'Éducation nationale met en place des propres dispositifs de protection des écoliers lorsqu'il y a un tremblement de terre, une inondation, pour les mettre en sécurité. Et au contraire, c'est se mettre en danger et mettre en danger le système et le dispositif de secours que d'avoir ce comportement-là. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur la protection des populations pour tout simplement donner les bons conseils de comportement pour que chacun puisse nous aider et nous assister dans les crises. Alors c'est un vrai outil de communication finalement et de pédagogie, mais il va falloir aussi faire de la pédagogie en amont pour expliquer l'arrivée de ce système, parce que ça peut être très perturbant. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient étonnées de recevoir déjà des SMS pendant la période Covid-19.
Vous avez aussi, pendant toute cette période d'expérimentation technologique, une période d'expérimentation sur l'acceptation de sociale. Communication auprès de la population. Oui, l'acceptation sociale, c'est pour nous toujours la clé de toutes les politiques publiques. Donc on sait qu'on a un travail à réaliser. Après, majoritairement, les gens sont plutôt en demande d'informations plutôt que l'inverse quand il y a ces périodes de crise. Effectivement, quand on est sur des comportements, par exemple en termes sanitaires, l'acceptation sociale est moindre. On le voit actuellement sur les débats, par exemple, sur la vaccination. Mais quand on est sur une crise de type catastrophe naturelle, industrielle ou même d'ordre public type terrorisme, globalement, il y a une sorte d'union sacrée. Les gens veulent savoir, veulent s'informer. C'est pour ça qu'ils sont si nombreux à ces moments-là à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, à s'abonner à nos réseaux sociaux, parce qu'ils ont besoin d'informations fiabilisées. Beaucoup écoutent la radio, la télévision, mais ils ont besoin vraiment d'une parole officielle qui sera aussi diffusée par ce moyen. Alors justement, les réseaux sociaux ont investi un peu ce champ pendant les événements majeurs qu'on a connus, notamment en France, en permettant une interactivité finalement. C'est-à-dire que l'utilisateur peut décider de déclarer qu'il estime être dans une zone sécurisée. En cas d'attaque terroriste, typiquement, ça a été expérimenté et plutôt suivi par les internautes. Est-ce que votre dispositif, votre technologie permet d'avoir aussi une forme d'interactivité ? On va effectivement regarder avec l'État français comment s'implémenter au niveau des différents réseaux sociaux. Ça fait partie des choix qu'ont réalisé le ministère. La question c'est toujours la même chose. Comment est-ce qu'on va s'assurer que l'information qui remonte est bonne pour ne pas polluer le message et polluer les remontées d'informations au niveau du ministère. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir faire en bonne intelligence pour pas diluer les messages et surtout ne pas s'éparpiller. On est sur de la gestion de crise, il faut aller quand même vite, s'assurer des choses et pas rester se faire trop finalement diluer en fonction des Donc il pourrait y process. avoir dans ce dispositif à la fois le canal d'alerte pour tout le monde et peut-être des applications, des interventions sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des réflexions. Vous travaillez, vous, sur toute cette déclinaison ? Tout à fait. C'est des choses qu'on fournit déjà, qui sont des produits sur étagère, que le ministère de l'Intérieur a sélectionnés pour certains d'entre eux. Donc c'est des choses qui vont bien sûr évoluer dans le temps. Comme l'a dit Camille, l'objectif c'est vraiment de faire évoluer cette solution et pour être en mesure de répondre avec la technologie à ce qui se fait de mieux et alerter notre population. Tout à fait. Et il y a une stratégie française qui est différente peut-être des pays voisins ? Alors oui, on a tous des comportements un peu différents selon les pays. Alors certains sont assez avancés, les États-Unis, les Pays-Bas, la Belgique. L'important pour nous, c'est que ça soit adapté aux besoins de nos citoyens, de nos concitoyens, que ce soit accepté aussi. Donc il faut trouver la juste mesure en fonction aussi de notre niveau de connexion, de notre pyramide d'âge aussi. Donc l'objectif, c'est bien de combiner les deux dispositifs, de ne pas faire table rase du passé, mais vraiment de faire en sorte qu'on soit le plus efficace possible finalement, et peut-être qu'on maintiendra le dispositif des sirènes en même temps qu'on aura ce dispositif de cell broadcast. Ce serait farfelu d'imaginer un système unique pour l'Europe ? Peut-être on y viendra un jour. En tout cas, nous, on avance aussi grâce à cette directive européenne qu'on a inscrite en droit français. On avance en fonction des besoins de nos concitoyens et on est assez content du rythme que cela prend avec ce projet qui est en toute fin de finalisation maintenant. Parce que vous expliquez, Camille Chess, que finalement, quelqu'un qui se retrouverait sur la Côte d'Azur, à un endroit où se passe un événement majeur, mais ne serait pas un ressortissant français, recevrait également l'alerte. Tout à fait. C'est vraiment la localisation du téléphone, et on peut avoir, alors sans parler de touristes étrangers, même un Parisien qui se retrouve à Marseille, qui n'a pas forcément dans ses réseaux sociaux le compte Twitter de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par exemple, et bien là, recevrait la même information s'il est lui-même pris dans un événement d'ordre public, dans un événement climatique qui fait qu'il a besoin de se protéger. Et pour ça, on n'a pas besoin de coopération avec les voisins européens, que ce soit les opérateurs d'ailleurs ou des échanges, il y en a. Bien et sûr, vous les suivez de près, mais on travaille avec tous nos voisins européens. L'objectif, c'est que, encore une fois, les opérateurs... Est-ce que la question, par exemple, du roaming intervient tout à fait, sur bien ce sûr. sujet-là ? En fait, on réutilise les données des opérateurs. C'est leur métier d'être en mesure de savoir quel étranger vient en France, que ce soit un Allemand, un Belge, et de fournir des capacités de téléphonie mobile. Donc à partir du moment où un étranger peut appeler lorsqu'il est en France, on est capable de le localiser et on est capable d'appliquer justement les mêmes règles que pour un citoyen français. Et ça, encore une fois, sans démarche. C'est-à-dire qu'un étranger, ou même moi, si je pars en Belgique, l'objectif, c'est d'être en mesure d'avoir, dans le pays d'accueil, la possibilité de recevoir ces messages sans avoir une action à faire. Alors, c'est ce que j'allais dire. Si je suis un ressortissant français et que je me trouve en Allemagne au moment d'un événement majeur qui touche la population française, que se passe-t-il ?
Vous allez être en mesure de recevoir un message de la part du gouvernement français, puisque nous, Français qui partons à l'étranger, c'est également quelque chose qui a été embarqué dans le projet avec le ministère de la France. Et que savez-vous des systèmes des voisins? Est-ce que on a une compatibilité entre nos différents systèmes d'alerte? Je pense que ça va faire partie, après c'est de la politique, mais ça va faire partie des prochaines discussions, je pense. Il y a là, ce qui va se passer là, du 6 au 8 octobre en Lituanie, ça va être ça la discussion? Savoir comment on se met d'accord sur un système qui peut être compatible entre chaque pays? On prend bientôt la présidence française de l'Union européenne pour 6 mois en début d'année, et ça fait partie des discussions qui seront portées par la France, en espérant effectivement, si ce n'est une uniformisation, au moins une compatibilité entre nos différents systèmes et finalement un service rendu à la population qui fonctionne où que l'on soit. Donc ça fait partie des choses qui seront portées à l'agenda. Est-ce qu'on a eu, nous, Français, des exigences particulières et strictes à l'égard des prestataires qui ont fait des propositions technologiques pour ce système d'alerte? Objectivement... Quand vous avez présenté votre dossier, vous deviez répondre à quel type de critères? Oui et non. Je pense que tous les pays européens aujourd'hui vont dans différents axes, veulent différents axes. L'objectif, c'est de vraiment être en mesure de alerter toute la population. Un des points que je dirais peut-être, pour en sortir c'est l'importance d'avoir justement ces données anonymisées et ce qu'on appelle la densité de population. Encore une fois, un des points très importants pour le ministère de l'Intérieur a été, je vous prends un exemple très simple, l'image d'un donut que tout le monde connaît, gâteau. Vous avez un trou, une zone et ailleurs, et aussi en dehors du donut. L'objectif, c'est de pouvoir contacter les gens en fonction de chaque endroit où ils se posent, puisque sur une crise, vous alertez à l'endroit où vous êtes, mais vous pouvez alerter à quelques centaines de mètres plus loin, à quelques kilomètres, et le message doit être différent. Et ça, c'était un point vraiment très important pour le ministère, pour pouvoir faire de la gestion de crise et pas juste alerter à l'endroit où il se passe quelque chose, mais également communiquer avant, pendant et surtout après. Vous pouvez rentrer chez vous, la crise est passée, et avoir des messages vraiment différenciés. C'est le système, par exemple, d'alerte enlèvement qui fonctionne assez bien, est un modèle que vous suivez? Alors ça a à peu près pas grand-chose à voir. Le modèle alerte-alertement, c'est surtout une mobilisation des médias, des transporteurs autoroutiers, les aires d'autoroute, etc., où on va mobiliser un certain nombre d'acteurs avec un message. Par contre, ce qui est identique... Là, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, Il n'y a pas d'intermédiaire. Par contre, ce qui est identique, c'est que c'est un dispositif suffisamment rare pour être efficace à 100%. Oui. Et ça, on en retient qu'il ne faut pas lasser la population avec des choses qui viendraient se répéter ou qui seraient, comme vous le disiez, de la communication à outrance. Il faut vraiment arriver à cibler les messages au bon moment et pas inonder les personnes de messages de prévention. Donc ça, moi, j'en retiens peut-être de l'alerte enlèvement qu'il faut vraiment avoir des conditions et un process extrêmement fiable qui soit vraiment que pour le haut du spectre pour que cela continue à fonctionner dans la société. Et alors, je vous pose la question aussi à vous, Camille Chess. Qu'est-ce qui a convaincu le ministère de l'Intérieur de travailler avec Intersec? Différents critères. Je ne vais pas rentrer dans les conditions du marché, mais notamment, nous, on veut un sérieux technologique. On veut un suivi fort et une sécurité dans les réseaux, la conformité au RGPD, on l'évoquait, les liens avec les opérateurs qui sont importants pour nous. Donc voilà, sans rentrer dans le process de marché proprement dit, c'était quelque chose d'important. Sur les données. Oui, la souveraineté aussi a joué et travailler avec des entreprises comme la vôtre, effectivement, et pour nous des gages que cela reste dans notre giron français. Donc c'est des choses effectivement qui ont Vous êtes engagé là-dessus Bien sûr. Ça faisait partie des discussions, comme vous l'avez très bien dit. L'objectif, on reste dans une technologie 100% française 100% française. Nous sommes une société française basée à la Défense et les données, encore une fois, restent en France, chez les opérateurs, en étroite collaboration avec le gouvernement, bien sûr. Alors, on terminera là-dessus, quel va être le calendrier de déploiement ? Alors, on est dans des phases d'expérimentation. Voilà. On a une échéance à juin, donc ce sera fait avant cette date, effectivement. Là, on expérimente. La Corse s'est portée volontaire, la Seine-Maritime, la ville de Rouen, notamment, post-Lubrizol. Donc, on teste, on expérimente à différentes échelles. On fait des exercices, on processe l'ensemble. Et puis, la PFE. Donc, on va recevoir, si on est en Corse, par exemple, on va recevoir un message test. Alors, il y a des tests, il y a des exercices aussi, de plus ou moins grande ampleur. Donc, voilà, on est sur cette phase-là d'expérimentation avant le déploiement qui sera opéré l'année prochaine. Exactement. À partir de... Vous serez avant juin, mais... Oui, on sera avant juin. D'accord. Ouais, et sur ces tests, quand est-ce qu'on recevra les premiers messages de tests ? Alors ça va dépendre du calendrier et du choix du ministère, puisque
il faut trouver les bonnes villes, de bonnes personnes qui veulent utiliser l'outil en avance de phase. Donc on verra. Et le travail avec les opérateurs, est-ce qu'il y a des contraintes particulières à prendre en compte? La seule contrainte, c'est une vraie collaboration entre le gouvernement et les opérateurs. C'est ce qu'on voit en France et ailleurs aussi. Pas vraiment le choix, non? De par la loi européenne, ils ne vont pas avoir le choix. Après, il faut que ça soit fait en bonne intelligence. On a eu, nous, des exemples en Europe où quand on est forcé, la collaboration n'est pas bonne et donc les projets sont compliqués à mener et risquent d'être en retard, ce qui n'a pas le cas de la France, puisqu'il y a une bonne collaboration entre les opérateurs et l'État. Et vous-même, vous travaillez déjà avec les opérateurs? Tout à fait. Sur quel type de problématiques? Des problématiques, encore une fois, toujours trouver du sens, donner du sens aux données de mobilité. Donc on fait la même chose, mais pour des use cases plutôt marketing, de la compréhension. Au service des opérateurs? Au service des opérateurs, pour les opérateurs, tout à fait. On vient de là en fait, c'est vraiment... Donc vous êtes déjà un partenaire. Exactement, partenaire des opérateurs pour travailler avec eux. Et puis maintenant du gouvernement français, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Camille Chess, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Hanno Westphal, directeur commercial Europe et Afrique d'Intersec. On avait donc les deux protagonistes de ce futur système d'alerte aux populations en cas de catastrophe. Juste après la pause, on va se retrouver pour le rendez-vous autour de l'innovation, notre rendez-vous quotidien, mais aussi pour le rendez-vous avec le biomimétisme, quand le génie de la nature inspire de nouvelles technologies. Là, ce sera en particulier comment harponner les débris spatiaux. Vous êtes bien sur Bismart, vous regardez Smartech en direct à 11h, c'est votre quotidienne dédiée au monde numérique et à l'innovation. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, vous avez l'habitude, on part sur notre Zoom quotidien d'innovation. Mais d'abord, on a rendez-vous avec le biomimétisme. Et en l'occurrence, ce sera incarné par Marin Perrault, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour Marin Perrault. Bonjour. Alors, merci de nous avoir rejoints. On est dans la semaine mondiale de l'espace et donc on va s'intéresser à un harpon qui permet de rassembler les débris spatiaux. Et c'est un harpon, je dis, puisqu'il est inspiré du dard de l'abeille. C'est ça. Alors, donc aujourd'hui débute la semaine mondiale de l'espace. Et donc, une question que je vous pose et que je pose aussi aux téléspectateurs, c'est comment est-ce que vous imagineriez une journée sans satellite et une journée sans conquête spatiale ? Donc c'est assez difficile à imaginer. On n'aurait pas de GPS, on n'aurait pas d'Internet, on n'aurait pas de télécommunications. Donc globalement, tout le monde s'accorde à dire que les satellites ont un apport bénéfique sur la société, mais pour autant, les impacts environnementaux et sociaux sont de plus en plus à prendre en compte. Et l'idée des quelques minutes que j'ai ici sur le plateau, c'est de montrer en quoi le biomimétisme permet de concilier à la fois innovation et soutenabilité et sobriété énergétique. Oui, parce que même ces micro-satellites qui arrivent affolent un peu les astronomes sur leur capacité demain à pouvoir continuer à regarder les étoiles. Bien sûr. Et la conquête spatiale est assez récente. Finalement, il y a eu une succession de rushs d'innovation. Mais c'est surtout ces dernières années, avec l'apparition de nouveaux acteurs privés comme SpaceX d'Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos, que le secteur spatial a regagné une bonne dynamique d'innovation dans lequel le biomimétisme a tout intérêt à prendre sa place et a une pertinence. Donc je vais citer deux exemples pour illustrer mon propos. Oui. Déjà, 1 kilo à envoyer dans l'espace, ça coûte des milliers d'euros et ça déverse dans l'atmosphère des quantités faramineuses de CO2 lors de la combustion de la propulsion. Et donc, minimiser, réduire la masse des engins spatiaux, tout en garantissant des propriétés mécaniques de résistance en particulier, c'est un enjeu qui est central pour les industriels de l'espace, des acteurs de l'espace. Et donc, en l'occurrence... Pour en fait minimiser la taille aussi des débris. C'est ça. C'est ça, et ça j'en parlerai juste après. Mais là, en l'occurrence, le biomimétisme est tout à fait pertinent parce que s'inspirer des formes, des structures, des compositions des êtres vivants, ça a tout son intérêt parce que les animaux, en continu, minimisent leurs dépenses énergétiques lors des phases d'hibernation, lors des phases de prédation ou lorsqu'ils vont chercher à fuir un prédateur. Un autre exemple, et là j'y viens, qui est plus actuel, c'est la gestion des débris spatiaux. Il faut savoir qu'autour de la Terre, il y a environ des millions
de fragments ou de satellites qui sont inopérationnels, qui sont arrivés en fin de vie ou qui ont explosé. Et donc, il y a des débris qui ont une taille qui varie de la fraction d'un millimètre jusqu'à la taille d'un bus, qui sont propulsés à des vitesses allant jusqu'à 30 000 km/h. Donc, il faut s'imaginer que ça représente un réel danger pour les infrastructures qui sont opérationnelles en orbite. Et, des risques de collision, des risques de collision, de fragmentation, de pénétration dans les satellites, et qui mettent en danger en fait l'intégrité des satellites et qui permettent aujourd'hui de surveiller l'environnement, de gérer les télécommunications, etc. Donc c'est un vrai problème. Il y a des solutions, entre autres la dégradation naturelle via les particules de l'atmosphère, mais qui est très longue ou qui prennent des milliers d'années, pardon. Il y a aussi le suivi individuel des fragments, mais qui est assez compliqué. Et il y a tout simplement la collecte des fragments. Donc, par exemple, en harponnant... Une journée où on va ramasser les déchets dans l'espace, un peu comme on le fait en forêt. Voilà, c'est ça. En harponnant et ensuite en tractant les satellites et ensuite en les ramenant sur Terre pour potentiellement les recycler. Et donc, c'est ce que l'ESA s'est intéressé, c'est à quoi l'ESA s'est intéressé et a proposé de concevoir un harpon nouvelle génération, en quelque sorte, inspiré du dard de l'abeille. Donc vous me direz pourquoi l'abeille ? Oui. Mais en fait, il faut savoir que dans le monde biologique, on peut tirer de nombreuses inspirations sur des thématiques liées au perçage ou à l'accroche. Souvent dans le cadre en fait, de mécanismes de défense ou d'attaque. Et donc c'est exactement cela avec l'abeille qui, pour se défendre, pour protéger la ruche et la reine, va piquer, va perdre son dard et laisser pénétrer une poche de poison dans l'individu qu'elle a piqué. Et ce qui est intéressant, on peut le voir à l'écran. Pourquoi oui, ce modèle est intéressant pour la question des débris ? C'est la structure du dard qui est en fait une géométrie en dents de scie. Et qui en fait confère à l'abeille et à l'espèce deux avantages vraiment privilégiés. À savoir, le premier, c'est que ça aide à la pénétration, c'est-à-dire que la pénétration est simple, facile et rapide et demande peu d'énergie, comme on peut le voir à l'écran, voilà. Oui. Et le deuxième avantage, c'est que l'accroche est sécurisée, c'est-à-dire qu'on doit exercer une force qui est supérieure pour extraire le dard de la peau. Donc le débris ne risque pas de repartir, voilà, de nous échapper. C'est ça. Et il y a un autre problème, mais je vais y venir juste après, c'est que les harpons traditionnels, donc pour fixer les choses, disons un harpon lisse, oui. Ils ont une force d'envoi nécessaire pour capturer les débris qui est telle qu'à l'impact, les débris risquent de se fragmenter davantage. Oui. Donc on perd tout intérêt dans la technologie. Alors qu'avec cette structure en dents de scie, on peut diminuer la force d'envoi, donc diminuer l'impact, l'énergie développée à l'impact, et donc maximiser ses chances de capture et ensuite de collecte des débris. Et donc ça, c'est un exemple d'innovation bien inspirée dans le domaine du sport. Et c'est un exemple qui a inspiré qui ? Est-ce qu'il va être expérimenté ? Est-ce qu'il est mis en œuvre ? Alors là, ça a inspiré l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, donc l'agence spatiale, c'est surtout au début des recherches. Donc il y a un inventaire des différentes solutions bio-inspirées pour nettoyer l'espace. Et donc là, on est plus au terme de prototype de recherche. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il va falloir harponner chaque débris un par un ? C'est ça. Mais comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont vraiment... Est-ce bien raisonnable ? Pour les satellites qui sont encore totalement dans leur... qui ont toute leur pour les plus imposants, voilà, finalement. La taille d'un bus, c'est une bonne approche. Pour autant, pour ceux qui font la taille d'un micromètre, c'est sûr que ce n'est pas pertinent et que là, il faudra développer d'autres techniques qui peuvent être également bio-inspirées, mais... Et ça, cette relation entre le biomimétisme et l'espace, elle n'est pas nouvelle. Hein. On l'a déjà abordé d'ailleurs avec Bioxégie. On a même pu avoir un plateau commun entre l'ESA et Bioxégie. Ça progresse ? Ça progresse. Pour autant, ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas non plus un sujet qui, de base, est porté pour le biomimétisme parce qu'il n'y a pas d'animaux dans l'espace. C'est un milieu qui est extrêmement hostile. C'est naturel, finalement, pour le biomimétisme. Extrêmement hostile. Pour autant, l'univers des technologies qui sont ultra contraintes fait que le biomimétisme a toute sa pertinence pour développer des technologies qui sont à la fois sobres et performantes et compétitives. Merci beaucoup, Marin Perrault, pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie. À suivre, c'est notre séquence Ils font demain. On va parler de guérir demain grâce au microbiote.
Et si les microbiotes étaient une des clés majeures pour l'avenir de la médecine, en tout cas l'idée fait son chemin auprès des acteurs de la santé. Et nos journalistes, Cécilia Sévry et Cociela Bouèche, se sont rendus dans un laboratoire pharmaceutique pour interroger une start-up qui travaille sur un traitement visant à rééquilibrer le microbiote intestinal. Reportage. Bonjour. Bonjour. Le microbiote intestinal est un nouvel organe essentiel dans la santé humaine. Il est composé chez chaque individu d'environ 250 espèces bactériennes. Il contient près de 800 000 gènes, c'est-à-dire 10 fois plus que le génome humain, et pèse au total 1 kg. C'est un élément essentiel qui est en interaction permanente avec le reste de l'individu, c'est-à-dire la partie humaine, la partie haute. Cette interaction permet de stimuler le système immunitaire, de protéger contre les infections. Et nous voyons aujourd'hui une altération de ce microbiote intestinal qui impacte environ 25% de la population mondiale. Bonjour, tu vas bien? D'accord. Pour illustrer ce qu'on fait chez MaaT Pharma, ici je vous montre le microbiote intestinal d'un patient qui vient d'être diagnostiqué d'une leucémie aiguë. Comme vous pouvez le voir, il a une très forte diversité et une très grande richesse, c'est-à-dire que chaque espèce bactérienne est représentée avec une certaine abondance. Le patient va recevoir des chimiothérapies, des antibiotiques, et vous pouvez voir qu'à l'issue de ces traitements qui sont très agressifs pour le microbiote intestinal, vous avez une simplification totale du microbiote. Donc le microbiote va être dominé par 1 ou 2 ou 3 espèces bactériennes, et ce qui n'est pas bon du tout pour le patient, parce qu'il va perdre ses fonctions de résistance au stress, et notamment il peut développer des infections, il peut développer des complications extrêmement graves. On a développé un premier produit qui a été testé en clinique, c'est-à-dire sur l'homme, et vous pouvez voir qu'après l'administration de notre produit, on peut restaurer le microbiote intestinal à 90% de ce qu'il était avant de recevoir les traitements chimio-antibiothérapie. Pour recoloniser un microbiote, il y a plusieurs modalités. Certains vont poursuivre des approches avec 1 ou 2 souches pour apporter des corrections ponctuelles, je dirais, à la rupture de la symbiose. Nous, on a une approche globale où on va récolter du microbiote sur des selles, où on va produire du microbiote synthétique et on va configurer, designer, concevoir ce microbiote en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc on va le collecter sur des individus sains, en faire soit une version native avec ses dons, ou alors un produit synthétique à partir de biofermentation. Et ensuite, on va l'administrer sous forme de pilule directement pour que ça arrive et colonise l'intestin du patient. Il est clair que depuis 2013, date à laquelle les premières sociétés se sont créées, pas grand monde y croyait. Et aujourd'hui, on a eu un inversement de tendance qui est énorme, avec un nombre d'essais cliniques et de recherches scientifiques dans le domaine absolument exponentiel. Notre vision des choses, c'est qu'en fait, on est en train de réécrire la médecine, réinventer la médecine en mettant le microbe au milieu de la prise en charge du patient. Et notre objectif, c'est vraiment de recréer ces liens entre le monde microbien et le monde humain, la symbiose, et d'avoir une approche à la fois holistique et personnalisée du patient, et non pas simplement le traitement des symptômes de la maladie humaine, de la partie humaine, mais également le traitement systémique pour les patients. Très belle ambition derrière cette start-up. C'était Smartech. Je vous retrouve évidemment demain à 11h sur Bismart à la télé, également sur le web et les réseaux sociaux quand vous voulez. À très bientôt. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.